voix s'élève, dont celle de Vital Kamerhe, pour lui dire, écoutez, nous pensons qu'il faut discuter. Il prend tous les voyous, tous les bandits, il les largue à la télévision, ces voyous et ces bandits commencent à insulter tout le monde, tout celui qui venait lui amener l'idée des négociations avec les M23 était insulté. Les M23 progressent, Goma tombe, Bukavu tombe. Entre-temps, un processus s'engage en Angola. Un processus s'engage en Angola. Le président angolais donne de son temps, de son énergie. Cet aventurier va bypasser l'Angola. Sans dire au revoir, on le retrouve le lendemain au Qatar avec Paul Kagame. Et l'Angola se sent déçu. L'Angola a même dit, bon, puisque tel est le cas, nous laissons ce processus parce que diplomatiquement et en termes de relations internationales, c'était un affront pour l'Angola. C'était craché sur les efforts fournis par l'Angola. Et ça ne se passe pas comme ça. Mais lui, c'est un homme confusionniste qui est dirigé par la confusion. Il part au Qatar. Il rencontre Paul Kagame. Il finit de rencontrer Paul Kagame, lui qui disait que le M23, aussi longtemps qu'il sera président de la République, il n'aura pas en face de lui ces voyous, ces bandits, c'est comme ça qu'il les appelait les M23, il va accepter les négociations avec les M23 à Doha, au Qatar. Les négociations qu'il ne fera pas aboutir. Parce que même les conditions préalables des naissances de confiance proposées par les M23, lui n'a jamais accédé à ça. Notamment la question de libération des otages, plutôt des prisonniers, alors que les M23 avaient fait sa part, libérant les prisonniers à gauche et à droite. Lui, ce voyou, ne l'a pas fait. Ce type ici, pendant que le Qatar déploie les énergies, lui, je vous ai dit ici, il a décidé de tourner la page Qatar et il a éconduit le président togolais. Il a dit que pour lui, il ne va plus continuer le processus de Qatar, de négocier avec les M23 et il va se battre. Pourquoi il le fait? Parce qu'au moment où je vous parle, lui, il est allé maintenant ouvrir l'axe les Émirats Arabes Unis. Il était au Qatar. Maintenant, il quitte le Qatar. Il va s'acoquiner les services des Émirats. Parce que les Émirats sont en bon terme avec les mercenaires Eric Press. Or, on sait que dans la région là, des pays arabes là, le Qatar est en quelque sorte en guerre avec les Émirats. Lui, il va profiter de cette situation aujourd'hui où je fais cette émission. Il tourne le dos au Qatar pour aller se coquiner les services des Émirats Arabes Unis. Maintenant, l'axe qu'il ouvre, ce n'est plus le Qatar, c'est l'axe des Émirats Arabes Unis. Et il croit que les Émirats vont l'aider. Pourquoi? Parce qu'il estime, c'est comme ça que vous entendez son allié Ndayishimiye dire que le Qatar doit préciser sa pensée. Depuis plusieurs semaines, la République démocratique du Congo vit au rythme d'une agitation diplomatique inhabituelle, marquée par des déplacements présidentiels, des médiations régionales silencieuses et des attentes prolongées de certains acteurs clés. À première vue, ces événements peuvent sembler routiniers, presque banals dans la vie d'un État confronté à des défis sécuritaires et politiques constants. Pourtant, lorsqu'on observe la chronologie, les acteurs impliqués et le contexte régional, une autre lecture s'impose. Le président Félix Tshisekedi se rend d'abord en Angola, puis enchaîne avec une visite au Togo. Dans le même temps, la délégation conjointe de l'ECC et de la SANCO est signalée à Luanda, mais sans agenda clair ni communication immédiate. En arrière-plan, des rumeurs persistantes évoquent des contacts discrets entre le président angolais João Lourenço et l'ancien président congolais Joseph Kabila. Ces éléments, pris séparément, pourraient paraître anodins. Pris ensemble, ils dessinent une séquence politique lourde de sens, qui soulève une question centrale. Le Congo est-il entré dans une phase de redéfinition politique négociée, sous influence régionale? La RDC dans une phase de vulnérabilité politique et stratégique. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut d'abord revenir à la situation interne de la RDC. Le pays traverse une période de fragilité multidimensionnelle. Sur le plan sécuritaire, l'Est du pays demeure un foyer de violence chronique. Les groupes armés se multiplient, les alliances sont mouvantes, et l'implication de pays voisins, directs ou indirects, reste une source majeure de tensions diplomatiques.
Malgré les discours officiels, les opérations militaires n'ont pas permis de restaurer une paix durable et la population continue de payer le prix le plus lourd. Sur le plan politique, le pouvoir de Félix Tshisekedi fait face à une érosion progressive de sa marge de manœuvre. Les alliances internes sont fragiles, l'opposition reste divisée mais active, et une partie de la population exprime une lassitude croissante face aux promesses non tenues. La gouvernance est régulièrement critiquée, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Sur le plan international, la RDC est sous observation permanente. Les partenaires occidentaux, les institutions financières et les organisations régionales suivent de près l'évolution du pays, conscients qu'un effondrement politique ou sécuritaire aurait des répercussions bien au-delà des frontières congolaises. C'est dans ce contexte de vulnérabilité que s'inscrivent les récentes initiatives diplomatiques. Point 2. L'Angola, un voisin, un arbitre, un stratège. L'Angola occupe une place singulière dans l'histoire politique de la RDC. Il ne s'agit pas d'un simple voisin géographique, mais d'un acteur profondément impliqué dans les équilibres internes congolais depuis plusieurs décennies. Durant les guerres du Congo, Luanda a joué un rôle militaire et politique déterminant. L'Angola a toujours considéré que l'instabilité en RDC représentait une menace directe pour sa propre sécurité nationale. Cette doctrine n'a jamais changé. Sous la présidence de João Lourenço, l'Angola a adopté une posture plus diplomatique, mais tout aussi stratégique. Luanda se positionne désormais comme un médiateur régional, capable de parler à tous les camps, sans afficher publiquement ses préférences. Lorsque Félix Tshisekedi se rend en Angola, il entre donc dans un espace diplomatique où rien n'est laissé au hasard. Chaque rencontre, chaque mot, chaque silence a une signification. 3. La visite de Tshisekedi à Luanda, ce que disent et non dit. Officiellement, la visite de Félix Tshisekedi à Luanda est présentée comme une rencontre de coopération bilatérale, axée sur la sécurité régionale et la paix dans l'est de la RDC. Ce discours est attendu, presque obligatoire. Mais ce sont les non-dits qui attirent l'attention. D'abord, l'absence de détails précis sur les discussions de fond. Les communiqués restent vagues, évoquant des échanges fructueux, sans jamais préciser les pistes concrètes abordées. Ensuite, le contexte régional tendu rend improbable une visite purement protocolaire. Enfin, le fait que cette visite coïncide avec la présence annoncée de la délégation ECC Sanko à Luanda suggère une coordination plus large, dépassant le cadre strict des relations bilatérales. 4 ECC Sanko, des acteurs religieux au cœur du jeu politique. En RDC, l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo ne sont pas de simples institutions spirituelles. Elles sont des acteurs politiques de fait, souvent appelés à jouer un rôle de médiation lorsque les institutions étatiques montrent leurs limites. L'histoire récente du Congo montre que les moments de crise politique majeure ont presque toujours impliqué une intervention ou une facilitation des églises. Leur crédibilité auprès de la population, leur capacité de mobilisation et leur relative indépendance leur confèrent un poids unique. Le fait que la délégation ECC Sanko se retrouve à Luanda et qu'elle y reste dans l'attente est révélateur. Cela indique que des consultations sont en cours, des équilibres doivent être trouvés et qu'un cadre politique plus large est en préparation. Cette attente n'est pas un signe d'improvisation, mais plutôt de prudence stratégique. Point 5. João Lourenço et Joseph Kabila, une rencontre lourde de symboles. La question de savoir si João Lourenço a rencontré Joseph Kabila est sensible, mais centrale dans l'analyse actuelle. Joseph Kabila, bien qu'éloigné de la scène publique, demeure un acteur politique structurant. Son influence ne repose pas sur des discours ou des meetings, mais sur des réseaux, des loyautés institutionnelles et des relations régionales anciennes. L'Angola a longtemps entretenu des relations étroites avec le régime de Kabila. Même après son départ du pouvoir, ces relations n'ont jamais été totalement rompues. Pour Luanda, ignorer Kabila serait une erreur stratégique. Si une rencontre a eu lieu, elle s'inscrirait dans une logique simple, prendre le pouls de tous les acteurs capables d'influencer la stabilité congolaise. Ce ne serait ni un soutien, ni une opposition, mais une évaluation. Le simple fait que cette hypothèse soit crédible montre à quel point la RDC reste marquée par son passé politique. Point 6. Après l'Angola, le Togo, un déplacement qui change la lecture. Le choix du Togo comme étape suivante du président Tshisekedi est particulièrement révélateur. Lomé n'est pas un acteur traditionnellement central dans la politique congolaise, mais ces dernières années, le pays s'est imposé comme un hub diplomatique discret. Le président Faure Gnassingbé a su se positionner comme un médiateur fiable, capable de dialoguer avec des régimes très différents, tout en maintenant de bonnes relations avec les partenaires internationaux. En se rendant au Togo, Tshisekedi semble chercher un appui politique régional non conflictuel, un espace de discussion moins exposé médiatiquement.
une forme de légitimation diplomatique supplémentaire. Ce déplacement suggère que le président congolais est conscient des limites de sa position actuelle et qu'il explore plusieurs options pour une diplomatie régionale coordonnée autour du dossier congolais. Pris ensemble, ces éléments dessinent les contours d'une diplomatie régionale coordonnée où chaque acteur joue un rôle spécifique. L'Angola agit comme un pilier sécuritaire et stratégique. Le Togo offre un cadre diplomatique neutre et discret. ECC, Sanko apporte une légitimité morale et sociale. Mon analyse sur la situation en RDC. À mon analyse, ce que nous observons actuellement en République démocratique du Congo n'est ni un simple enchaînement de visites diplomatiques, ni une agitation sans direction. Il s'agit d'un moment charnière où plusieurs forces cherchent à rééquilibrer un système politique sous tension. Félix Tshisekedi apparaît comme un président en quête de solutions extérieures à des blocages intérieurs. Sa marge de manœuvre interne étant réduite, il se tourne vers les acteurs régionaux pour consolider sa position ou préparer une transition maîtrisée. L'Angola, de son côté, agit avant tout par intérêt sécuritaire. Luanda ne cherche pas à imposer un homme ou un camp, mais à éviter un scénario de chaos qui menacerait directement ses frontières et ses intérêts économiques. Joseph Kabila, qu'on le veuille ou non, reste une référence incontournable dans toute équation de stabilité congolaise. Son silence est stratégique et son influence se mesure davantage dans les coulisses que sur la place publique. ECC Sanko représente peut-être la dernière carte crédible pour un dialogue politique apaisé, capable de produire une solution congolaise acceptable par une large partie de la population. À ce stade, je pense que la RDC ne se dirige pas vers une rupture immédiate, mais vers une recomposition politique progressive, négociée et largement influencée par des acteurs extérieurs. Des informations des sources vraiment très très sûres pour confirmer ça. C'est pour ça que j'ai voulu ces tweets ici. Il dit par la justice militaire, il sera évoqué un vice de procédure et des erreurs matérielles. Toutes les charges contre lui seront abandonnées. Les régimes essayent de réparer cette bourde judiciaire pour permettre les dialogues nationaux que Félix Tshisekedi est en train de négocier actuellement. Puis il y a le dernier tweet que j'ai envie de vous lire, c'est un échange donc en commentaire sur l'AFC, parce que Rodriguez Kachouva a annoncé non, l'AFC a reçu une invitation officielle de l'Angola pour un dialogue inclusif. C'est à la demande de Félix Tshisekedi qui tient à ce qu'un autre dialogue commence avec tous les acteurs et se tienne en RDC. Et puis il y a une autre personne qui écrit, Cher Rodriguez, sans langue de bois, le vrai dialogue se tiendra que lorsque l'AFC M23 atteindra le Katanga. Pour le moment, c'est que du baratin. Et lui dit, en effet, il faut un rapport de force qui puisse obliger Kinshasa à respecter les clauses de l'accord. Un rapport de force, c'est de quoi finalement? Rodriguez Kachouva, mon frère, je t'adore cette vidéo aussi. Tu fais ça pour défendre ta patrie, ton pays. C'est quoi les intérêts? C'est quoi ton avantage à toi à ce que l'AFC M23 arrive à Kinshasa ou crée des troubles comme ils ont créé des troubles? Toutes les personnes mortes au Nord Kivu, les sangs qui a été versé parce que l'AFC M23 a tué des gens. Ça, vous n'avez pas vu. Oui, Félix Antoine Tshisekedi doit quitter le pouvoir parce que c'est un incompétent au pouvoir. Et moi, d'ailleurs, je les soupçonnerais de beaucoup de choses. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je ne vais pas me marteler là-dessus. Mais ce n'est que nous, le peuple congolais, nous, pas avec l'aide des Kagame et du Rwanda. Et tu sais très bien quel est leur programme, quels sont leurs objectifs ici en RDC. Bref, dialogue ou pas? Est-ce que vous pensez que Kabila viendra? Est-ce qu'il ne viendra pas? Qu'est-ce que vous pensez de ces dialogues? Donnez-moi tout en commentaire. Je vous reviens avec une autre vidéo sur Lambert Mende, qui a confirmé que Kabila est protégé par une armée rwandaise. Donc, finalement, c'est Kabila ici. C'est un Rwandais, c'est pas un Rwandais. Quelles sont les preuves? Je ne sais pas. J'espère qu'un jour, en RDC, on trouvera toutes les réponses à nos questions. Parce qu'on est dans un méli-mélo qui est très bizarre. Et dans tout ça, comme je ne cesse de vous le dire, ces chamailleries des hommes politiques, il n'y a aucun intérêt du peuple congolais. Citez-moi l'intérêt du peuple congolais, c'est que vous voyez. Tout le monde est là pour son bien. Celui qui prend les carrés miniers, il veut s'évenger, il tue le peuple congolais. Celui qui va signer des accords là-bas pour s'éterniser au pouvoir, il est en train de faire le détournement d'argent au détriment du peuple congolais. C'est toujours la même histoire. Je me demande, notre pays ici, qu'est-ce qu'on a fait en fait pour mériter ça? C'est parce que les silences tuent plus que les armes. Le fait qu'on se tue et qu'on tolère que des hommes politiques aillent au pouvoir, ne forment pas l'armée, ne travaillent pas comme il faut, voilà ce qui nous arrive. Si on avait